Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre aperçu 2024-2025 de la LNH. Et devinez quoi? C'est déjà la fin, puisque oui, la saison approche finalement! Alors, probablement que vous êtes comme moi, là, puis tu sais qu'on est bien excité du fait que la saison de la LNH va commencer très prochainement. Puis, bref, tant mieux, parce que je veux dire, tranquillement mais sûrement, on commence à voir de quoi auront l'air les organisations. Fait que là, au niveau de l'alignement, je suis peut-être pas 100% précis dans ce que ça sera, mais tu sais, on a idée de qui a été retourné junior. En tout cas, il y a eu des blessés parce qu'il n'y a pas juste à Montréal qu'il y a des blessés, il y a des blessés ailleurs aussi. Alors, tu sais, il y a des choses qui ont changé. Puis là, tranquillement, mais sûrement, on a une idée un petit peu plus précise de ça va être quoi le portrait pour le match numéro 1 de la saison 24-25 de l'organisation. Fait que là, c'est notre dernière organisation, les Jets de Winnipeg, qui est la l'organisation qui pour moi, a peut-être le plus performé à mes yeux. La saison dernière, on avait deux organisations canadiennes qui ont vraiment été et impressionnantes, j'aimerais dire, en les Canucks de Vancouver et les Jets de Winnipeg, parce que Toronto, on s'attendait à ce qu'ils soient dominants, c'est pas ça la question. Mais très surprenant, très surprenant, ouais, surprenant, dominant, les Jets de Winnipeg et les Canucks de Vancouver. Puis moi, j'y vais d'autant plus avec les Jets parce que les Jets, c'est pas tant réparti la production. Euh, J'étais pas nécessairement contre bonus. C'était pas non plus mon premier choix de coach parce que j'ai beaucoup d'intérêt, j'ai beaucoup d'admiration pour Rick Tocchet. Donc, c'est sûr que du côté de Winnipeg, j'ai quand même mes petits bijoux là-dedans, là, parce que Josh Morrissey, c'est un de mes défenseurs préférés dans la ligue. C'est un défenseur qui est tellement intelligent, il est efficace offensivement, défensivement, à tous les niveaux, il est efficace, le Josh Morrissey. Et puis sinon, il y a aussi Connor Hellebuck. Connor Hellebuck qui a gagné, bien évidemment, le trophée Vizina pour le trophée du meilleur gardien dans la LNH. Ça a été une excellente année pour Connor Hellebuck avec une défensive qui n'est pas nécessairement la plus solide de la ligue. Alors bref, c'était quand même surprenant de voir qu'on a terminé deuxième au niveau de la conférence de l'Ouest du côté des Jets de Winnipeg. Une grosse saison sous les ordres de Rick Bonus. Et puis là, les Jets, on est rendu 2-2. C'est rare qu'on voit ça, mais un entraîneur n'a pas été renvoyé. Rick Bonus a juste décidé de prendre sa retraite. Alors, en date du 6 mai, Rick Bonus a annoncé qu'il prenait sa retraite. Et puis, finalement, on a nommé Scott Arniol comme head coach, entraîneur en chef du côté de Winnipeg. Dans le cas de Arniol, c'est un gars qui fait déjà 2 saisons, en fait, qui était dans l'organisation des Jets en tant qu'assistant entraîneur. Sinon, il est dans la LNH depuis maintenant 11 saisons. Il a été du côté des Rangers, des Capitals. Puis là, du côté des Jets, là, il était assistant. Sinon, il a été aussi coach en chef, donc entraîneur-chef, du côté de Columbus lors des saisons 2010-11 et 2011-12. Mais finalement, il avait perdu son poste en 2011-12 du côté de Columbus. Alors, c'est un gars qui a de l'expérience. C'est quand même pas un gars qui sort de nulle part. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience au niveau du coaching. Puis au niveau de Winnipeg, c'est un gars qui faisait quand même 2 ans qu'il était là. Quand Rick Bonus est arrivé, il a brassé les cartes un peu du côté de Winnipeg. On sait que Blake Wheeler, entre autres, là, qui était capitaine, s'était fait retirer le C. Après ça, il a été échangé. On a donné le C à Adam Lowry. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Adam Lowry, c'est un gros joueur de centre qui est à sa position. Troisième centre, c'est correct. T'sais. C'est un gars qui est responsable, mais surtout, c'est un gars qui est très respecté par ses coéquipiers. Puis c'est vraiment un ardent travailleur. Donc, on a vraiment été pour l'éthique du joueur au lieu d'y aller avec le prestige du joueur. Donc, c'est un des gars qui performait le plus offensivement. Fait que ça a été un excellent choix qu'on a fait là, ici du côté de Bonus. Puis on avait demandé que le leadership émane de la chambre et non juste d'une personne. Ça semble avoir bien fonctionné parce qu'on a été quand même performant la saison dernière du côté de Winnipeg. Mais ceci étant dit, encore une fois, on est sorti en première ronde. Ça a été décevant parce que oui, on a connu une très très bonne saison, mais on s'est fait éliminer en 5 petits matchs contre le Colorado. On aurait au moins souhaité avoir été un ardent opposant et ça n'a pas nécessairement été le cas du côté de Winnipeg. Alors pour ce qui est de la saison 2024-2025, elle commence avec comment on dit ça? Un moton de poignée dans la gorge, là. Je sais pas trop l'expression, là, mais c'est bien évidemment notre espoir. Donc, l'espoir Rutter McGorty,
qui, lui, a décidé initialement qu'il était down de venir à Winnipeg. Finalement, il voulait plus venir à Winnipeg. Donc, McGarty qui a juste mentionné qu'il ne signerait pas avec les Jets. Fait que les Jets, arrangez-vous avec votre marde, en gros, c'est pas mal ce qu'il a dit. T'sais. Il l'a dit de façon peut-être un peu plus polie et courtoise, mais c'est quand même un peu ça. Puis ça arrive peut-être un petit peu plus souvent, là, dernièrement, là, qu'il y a des joueurs qui émanent du circuit collégial américain qui décident un peu de l'équipe où ils vont aller. Alors, dans son cas, à lui, ben, finalement, les Jets ont exaucé sa demande et ils l'ont échangé du côté de Pittsburgh. Et en retour, ils ont obtenu quand même un bon espoir là, qui est Braden Yager. On va s'en parler un petit peu tantôt là, pour ce qui est de Yager. Mais ça, c'était une épine qu'on avait dans le pied du côté de Winnipeg et c'est réglé. Fait que ça, c'est une bonne affaire. Puis ben là, on passe à la prochaine saison. On passe à la prochaine chose, tout simplement. Alors, on revient avec notre directeur Kevin Cheveldayoff. Sinon, ben, je l'ai mentionné, c'est un nouvel entraîneur. Il était déjà là, mais sinon, on a nommé nouvellement Scott Arniol comme étant entraîneur-chef. On a terminé cinquième au niveau de la Ligue nationale la saison dernière et deuxième au niveau de la conférence de l'Ouest. On a été sorti en première ronde par l'Avalanche du Colorado en 5 matchs. Sinon, pour la saison 23-24, c'est 52 victoires, 24 défaites, 6 défaites en prolongation pour un très somptueux total de 110 points. Ça, c'est très, très bon. On avait une lacune au niveau de la défensive, à mon humble avis. En tout cas, là, c'est pas la meilleure défensive, mais Connor Hellebuck a vraiment donné toutes les lettres de noblesse à cette défensive-là la saison dernière du côté de Winnipeg. Une moyenne de but marqué de 3,16 pour le 15e rang dans la Ligue nationale. Et c'est ça qui est un peu dommage à Winnipeg, c'est que tu as vraiment un méchant gap. Parce que un peu toutes les lignes sont capables de produire, mais c'est vraiment là, disproportionné. On a Shifley 72 points, Josh Morrissey, bon, défenseur, on peut le mettre à côté. Cal Connor 61 points, Nicolas Scheller 61 points. On drop Cole Perfetti 38 points. C'est sûr, c'est 38 points là, Cole Perfetti en 71 matchs, ouais, quand même. Fait que, il y a un drop de près de 30 points entre le 1, 2, 3, 4, entre le quatrième et le cinquième. Puis ça, c'est parce que à la deuxième position, on a un défenseur qui s'est émissé là-dedans. Là. Mais c'est ça. On aurait besoin de plus de production de notre deuxième trio. Puis ça, c'est une particularité qu'on a du côté de Winnipeg, c'est que quand tu fais ton alignement du côté de Winnipeg, tu fais pas première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Non. Quand tu fais ton alignement du côté de Winnipeg, tu fais première ligne, troisième ligne. Parce que c'est coulé dans le béton. Dans le cas de Gabriel Villardi, évidemment, c'est qu'il faut qu'il reste en santé. S'il n'est pas en santé, c'est un peu problématique. Mais généralement, il devrait être sur la première ligne avec Shifley Connor. Mais ta troisième ligne, t'as fait. Niederreiter, Laurie, Appleton. Troisième ligne. Elle est coulée dans le béton pratiquement cette ligne-là. Fait que c'est ta deuxième ligne dans le fond que tu peux jouer un petit peu avec puis qui malheureusement produit pas assez. Alors on espère être capable du côté de Winnipeg d'avoir justement une ligne qui serait une ligne, une deuxième ligne là, qui serait capable de tenir la route là, puis d'être de talonner un peu plus la première ligne au niveau de la production offensive. Malheureusement pour l'instant c'est pas encore le cas, mais on verra qu'est-ce que ça va donner. Là. Peut-être que cette année Cole Perfetti va continuer à se développer. Là, puis c'est un méchant talent offensif by the way. C'est un gars que Rick Barnes a responsabilisé défensivement. Fait qu'il a quand même relativement bien fait dans son jeu responsable, mettons, la saison dernière, pour un gars qui était très offensif. Mais c'est ça, c'est un gars qui a un très haut talent offensif. Donc c'est ça, une moyenne de buts encaissée de 2,41 pour le premier rang dans la Ligue nationale. Mais comme je vous dis, thanks to Connor Hellebuck qui a été majestueux. Euh, c'est pas une défensive catastrophique, là, je veux quand même vous rassurer. C'est quand même pas une mauvaise défensive, mais c'est vraiment pas une défensive des plus solides dans la ligue. Fait que merci à Connor Hellebuck, égalité au premier rang pour ce qui est de la moyenne de buts encaissés. À 2,41 au niveau de l'avantage numérique, on est à 18,8% pour le 22e rang dans la ligue. Et au niveau du désavantage numérique, 77,11 pour le 21e rang dans la ligue nationale. Fait que là, on voit que le jeu défensif, c'était pas leur force. Puis sinon, ben c'est ça, on manque un peu de, voyons, de départager la productivité. J'aimerais dire du côté de Winnipeg. Le meilleur buteur a été Kyle Connor avec 34 buts la saison dernière. Ironiquement, il est capable de faire plus qu'un point par match, ce gars-là. Puis il a fait juste 61 points en 65 matchs. Mais c'est un joueur qui est une menace offensive tout le temps, et tout comme Mark Scheifele d'ailleurs.
Mike Shifley, c'est un gars qui serait capable de faire plus qu'un point par match aussi. Mais Rick Barnes a essayé de responsabiliser ces gars. Fait que c'est une très bonne chose. C'est vraiment une très bonne chose là, que le jeu d'équipe complet soit plus responsable. C'est une très bonne chose. Parce que c'est ça qui va faire justement que tu vas te rendre loin en séries éliminatoires. Parce qu'en séries éliminatoires, là, que je vous dise que la troisième ligne est coulée dans le béton, là, c'est un méchant plus. Là. Vraiment un méchant plus. Mais il faut que la deuxième produise un peu plus. So, bref, Mike Shifley, 72 points la saison dernière en 74 matchs. C'est un gars qui est capable de faire plus d'un point par match. Et sinon, ben Josh Morrissey. Josh Morrissey que j'adore. C'est un défenseur qui est tellement intelligent. Puis il est capable de produire offensivement la saison dernière en 81 matchs. 69 points plus 34. C'est comme un bon vin à mon oreille. Alors Josh Morrissey qui a été le meilleur défenseur du côté des Jets de Winnipeg la saison dernière. Encore une fois. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, on va y aller maintenant avec les trois espoirs qui sont des espoirs à suivre. Alors, on va commencer avec l'espoir qui est l'espoir peut-être numéro un de l'organisation, Brad Lambert. Dans le cas de Brad Lambert, au moment d'enregistrer ma vidéo, il est toujours au camp des Jets. Fait qu'il n'a pas encore été coupé. Euh, mais là, peut-être que ça va changer entre le moment où j'enregistre et le moment où tu vas regarder cette vidéo-là. Mais en tout cas, moi, au moment de tourner, en ce moment, il est encore dans l'organisation des Jets. Il n'a toujours pas été coupé. Puis les matchs préparatoires sont commencés. Là. Fait que, il est rendu loin. Il y a eu des coupures là, dernièrement. Là. Puis, il est encore là. Pour l'instant, il est encore là. Alors, dans le cas de Brad Lambert, eh ben, c'est un joueur de 20 ans qui peut jouer au centre comme à l'aile droite. Il a évolué au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. Dans la Ligue américaine, c'est 64 matchs, 21 buts, 34 passes pour 55 points. Donc, une production très honnête pour lui. Il y a eu un point en deux matchs en séries éliminatoires. Sinon, il a participé à. C'est quoi? C'est un match dans la Ligue nationale, puis aucun point. Bon, bref, c'est très. C'est très anecdotique comme participation dans la LNH, mais sinon on l'a vu dans la LNH. Alors c'est un joueur qu'on dit comme quoi il a un excellent coup de patin. Il est pas bon, il est excellent son coup de patin. On dit qu'il est bon en maniement de rondelles et également très intelligent dans son jeu. C'est un joueur qui a un côté offensif qui est déjà responsable et c'est un gars qui peut avoir la créativité pour être capable de faire produire ses coéquipiers. Fait que c'est un gars qu'on pourrait voir dans la LNH dès cette année. Puis peut-être, qui sait, challenger ce deuxième trio. Je sais pas, on va peut-être trouver une chimie maintenant avec le deuxième trio. Fait que c'est un haut potentiel qu'on a du côté des Jets de Winnipeg, Brad Lambert, qui pour l'instant est encore dans la formation. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre ici, hein, c'est vrai, je viens de passer à ça. J'aurais dû le mettre dans mon scratch, mais bon, j'y ai pas pensé. Bref. Alors, Brad Lambert. Sinon, ben, Ville Henola, j'ai le goût de dire, un moment donné, il va finir par rentrer régulier à LNH, là, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on l'attend du côté de Winnipeg. Malheureusement, il a été opéré au niveau des hanches. Je pense que c'est pendant l'été, si je ne fais pas erreur. Mais là, il y a eu une infection au niveau de ses hanches. Là, fait que, il devrait manquer le début de saison normalement. Là, si les choses continuent dans le sens qu'elles sont en ce moment. Mais en tout cas, on parle ici d'un défenseur de 23 ans qui a évolué majoritairement dans la Ligue américaine la saison dernière. En 41 matchs, 10 buts, 17 passes pour 25 points. 10 buts, 17 passes pour 25 points doesn't make sense pour 27 points. Ici, je me suis trompé, c'est 27. Dans le cas de Ville Enola, ben, c'est un défenseur qui est un défenseur très mobile. C'est un gars qui est capable de pousser l'attaque. Il a une très belle vision. C'est un gars qui est réputé comme ayant un bon hockey IQ. Et c'est un gars qui, tranquillement mais sûrement, acquiert un peu d'expérience là, au niveau de la Ligue nationale. Ben, au niveau de la Ligue nationale, l'année passée, non. Il a joué deux matchs en série. Deux matchs en série, 2 points du côté de la Ligue américaine, quand même très bon. Mais c'est ça, c'est un gars qui acquiert de l'expérience professionnelle graduellement, puis éventuellement, il devrait être capable de crack l'alignement des Jets. Mais là, malheureusement, pour le début de la saison, il ne devrait pas être là. Et c'est la même chose pour, ben, la même chose, ish, là, pour Braden Yeager qu'on a obtenu dans la transaction pour McGarty. Dans le cas de Braden Yeager, lui, il a 19 ans. C'est un joueur de centre qui a évolué au niveau de la Ligue de l'Ouest la saison dernière en 57 matchs, 35 buts, 60 passes pour 95 points. Évidemment, c'est un joueur offensif. Dans son cas, à lui, il a déjà été renvoyé au junior. Fait que lui, il va commencer la saison vraiment dans la WHL pour ce qui est de Jagger. On dit de lui qu'il est un joueur qui est très investi, qui a un tir mortel et
versatile, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé à plusieurs choses différentes. Fait que, bref, c'est un joueur qui est un joueur qui a un côté offensif quand même très intéressant. Puis on dit vraiment un tir mortel. Fait que ça veut dire qu'il y a un tir d'élite pour ce qui est de Braden Yager qui va évoluer au niveau de la WHL la saison qui commence là. Ensuite de ça, ben ça c'est un cap projeté. Évidemment, on est encore dans les matchs préparatoires en ce moment au moment de tourner. Fait qu'on ne sait pas exactement quel sera l'alignement pour le premier match de la saison régulière des Jets de Winnipeg. Mais selon le site Puckpedia, le cap projeté serait d'avoir un loose de 1 751 300 $, 309 $. Donc on est correct pour ce qui est du cap salarial du côté des Jets de Winnipeg. Maintenant, on va y aller avec l'alignement que je vous propose. Alors évidemment, c'est pas nécessairement l'alignement qui va être l'alignement final du côté de Winnipeg, mais c'est quand même un alignement qui, selon moi, a du sens. Alors ma première ligne, comme je vous ai mentionné tantôt, la première, la troisième, c'est pas mal coulé dans le béton, selon moi. Alors on commence avec Kyle Connor, c'est 61 points en 65 matchs la saison dernière, malheureusement une saison incomplète pour lui, un joueur très offensif, Kyle Connor, très le fun à avoir joué. C'est la même chose pour Mike Scheifele, 72 points en 74 matchs la saison dernière, c'est aussi un joueur qui est très offensif, très dynamique. Alors ça, c'est deux gars qui sont le fun à avoir joué. Et pour ce qui est de Gabriel Villardi, ben on semblait avoir trouvé notre niche. Là. C'était plus compliqué anciennement. Je pense qu'il était du côté de Los Angeles, si je me rappelle bien. C'était peut-être un petit peu plus compliqué anciennement du côté de Gabriel Villardi. Mais avec son arrivée du côté de Winnipeg, il a l'air d'avoir trouvé sa niche. Malheureusement, saison incomplète, seulement 47 matchs, mais 36 points en 47 matchs. C'est une production très honnête pour un joueur de 25 ans, mais beaucoup d'antécédents de blessures. Ça, c'est le problème qu'on a de ce côté-là. Par la suite, en termes de deuxième ligne, c'est là que j'y étais avec quelques petites fantaisies, j'aimerais dire. J'ai été avec Nicolas Heller. Ben ça, c'est un peu par défaut. Nicolas Heller devrait être sur le deuxième trio, 61 points en 81 matchs la saison dernière. Un gars qui est responsable, qui est rapide, puis c'est pas le plus créatif offensivement, mais c'est quand même un gars qui est très responsable et créatif, très responsable, excusez-moi, et rapide. Que je fais jouer avec Nemesnikov, 37 points 78 matchs, même chose, pas nécessairement le gars le plus créatif, mais je le mets avec Cole Perfetti. Alors Cole Perfetti a travaillé son style de jeu défensif, mais il reste que c'est un gars qui est créatif offensivement. Alors s'il prend ses aises, c'est un gars qui pourrait éventuellement faire alimenter ses comparses de ligne et 38 points 71 matchs, c'est quand même pas mauvais pour ce qui est du jeune joueur de 22 ans. Alors c'est un gars qui s'il gagne en confiance, lui il peut jouer au centre by the way. Fait que si c'est un gars qui s'il peut gagner en confiance, il pourrait peut-être amener une production plus régulière. D'où pourquoi moi j'avais peut-être envie de mettre Perfetti au centre puis Brad Lambert du côté de la droite. Mais ça serait très jeune. Mais elle est responsable. Ça aurait pu être un peu audacieux, mais j'ai décidé d'y aller plus conservateur, puis j'ai oublié de mettre Lumber ici. Ensuite de ça, en termes de troisième trio, ben, je vous en ai parlé. Niederreiter, lui, c'est 34 points, 77 matchs que je fais jouer avec le capitaine Adam Lowry, 35 points, 81 matchs, et Mason Appleton, 36 points, 82 matchs. C'est une bonne troisième ligne qui est responsable et qui est capable de faire mal. Mais c'est une bonne troisième ligne qui est capable de compter des buts de temps en temps aussi, qui fait que on est comme on se méfie un peu d'eux autres. Ce qui est très particulier d'ailleurs, c'est que leur production est pratiquement, pratiquement la même. 34 points, 35 points, 36 points. Ils ont vraiment. Puis tu regardes même les buts, les passes, c'est presque. C'est très égalitaire comme ligne. En tout cas, bref, c'est une belle troisième ligne au travers de la ligue. Ça. Et en termes de quatrième ligne, ben, j'y étais avec Johnson Felby, c'est 6 points en 26 matchs la saison dernière que je fais jouer avec le vétéran Yafalo, 27 points en 82 matchs, et Barron, 18 points en 80 matchs. J'ai coupé Kupari. Kupari. Rasmus Kupari. Ensuite de ça, au niveau des pairings, au niveau des pairings, j'ai décidé d'y aller de façon un peu conservatrice. On avait fait l'acquisition la saison dernière de Colin Miller. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est un défenseur qui est plus reconnu pour ses qualités défensives. Puis c'est un défenseur qui est droitier. Donc, pour jouer avec notre défenseur Josh Morrissey, Morrissey est responsable dans son jeu, mais c'est pas mauvais si on a un gars responsable défensivement de pouvoir le laisser comme provoquer un peu plus de choses offensivement. Puis ça pourrait nous permettre à ce moment-là d'être peut-être un petit peu plus menaçant au niveau offensif. Quoi qu'il n'a vraiment pas connu une mauvaise saison, je précise. Là. Mais on est habitué du côté de Josh Morrissey. Ça fait un bout de temps qu'on joue avec DiMaio. Fait que j'ai décidé de rester avec DiMaio, même si DiMaio est peut-être un peu moins solide défensivement que peut l'être Colin Miller. Alors dans le cas de Josh Morrissey,
c'est la saison dernière une excellente saison, 69 points en 81 matchs. DiMaio, lui, c'est 31 points en 82 matchs. Sur ma deuxième paire, ben là, j'y étais avec Sandberg et Pionk. Pionk, c'est vraiment, mais vraiment pas un chef-d'œuvre défensivement. C'est un gars qui aime bien se porter à l'attaque, 33 points en 82 matchs la saison dernière pour ce qui est de Pionk. Euh, et dans le cas de défenseur gaucher, je vois Sandberg un peu supérieur dans son jeu défensif que les Aiden Fleury. Il y a peut-être un peu plus d'expérience aussi. C'est peut-être ça aussi qui a fait peser en sa balance, la balance en son sens. Puis, ben, il connaît déjà Neil Pionk. Fait que, bref, ils ont joué ensemble déjà par le passé. Alors, j'ai gardé ces deux-là comme ça. Puis, en termes de troisième ligne, ben là, j'ai été avec Aiden Fleury. 24 points en 5 matchs la saison dernière pour ce qui est de Aiden Fleury. Que je fais jouer avec Colin Miller. Dans le cas de Colin Miller, lui a joué du côté de New Jersey puis a fini sa saison du côté de Winnipeg. Deux défenseurs qui sont plus défensifs. Là. Aiden Fleury, c'est pas le plus solide ni offensivement ni défensivement. D'où pourquoi d'ailleurs on a Enola qui en ce moment lui a un problème au niveau d'une infection des suites à son opération aux hanches, qui aurait peut-être pu challenger puis rentrer dans le top 6. Puis Logan Stanley aussi. Logan Stanley, là, un grand et gros défenseur qui s'est blessé pendant le camp. euh, qui ne devraient pas commencer la saison régulière normalement. Donc, c'est des gars qui pourraient challenger là, pour rentrer dans le top 6. Au niveau des gardiens de but, ben, évidemment, Connor Hellebuck, champion du Vizina, c'est sûr que c'est lui qui est mon partant, puis ça va être un partant. Là. C'est ça. Du côté de Winnipeg, c'est ça depuis des années. Connor Hellebuck, la saison dernière, c'est 60 matchs, 2,39 de moyenne et 921 d'efficacité. Très bonne saison. Et là, ben, veut pas, on a perdu Laurent Brossois qui avait fait un travail très, très honnête là, en tant qu'auxiliaire du côté de Winnipeg l'année passée. Euh, Kakonen, qui est quand même pas un mauvais choix. Là, ça a été compliqué un petit peu pour Kakonen la saison dernière. Mais faut-il mentionner qu'il a joué avec les Sharks de San Jose puis les Devils de New Jersey. Puis les Devils, c'était pas gracieux l'année passée. Donc, il a peut-être pas joué avec les équipes les plus aidantes pour ses statistiques. 37 matchs pour Kakonen la saison dernière du côté de San Jose et de New Jersey. 3,64 de moyenne, 898 d'efficacité, mais ça devrait remonter d'après moi. Là. Puis je pense qu'il est quand même il est supérieur à Eric Comrie. Fait qu'Eric Comrie, c'est mon troisième gardien de but. Lui, c'est 10 matchs la saison dernière du côté de Buffalo. Ça non plus, c'était pas le plus grand chef-d'œuvre défensif. 3,69 de moyenne, 874 d'efficacité. Alors les Jets, honnêtement, c'est une organisation qui n'a pas tant changé. Il y a peut-être des éléments au niveau euh, de la défense qui sont partis, qui peuvent peut-être faire un peu mal, dont Brandon Dillon, là, qui me vient rapidement. Mais c'est une équipe qui a quand même pas énormément changé, puis ça l'a bien été la saison dernière. Scott Hartnell va pas tout changer du côté des Jets, ça devrait aller dans la continuité. On s'est amélioré dans notre jeu défensif, ce qui est très bien. Faut, faut que nos défenseurs soient plus solides défensivement. Puis il nous faut une plus grande production au niveau de notre attaque. So, bref, c'est une organisation honnêtement qui, moi, je pense qu'elle a surpris l'année passée. Donc oui, elle peut retourner en séries éliminatoires, mais je ne pense pas qu'elle va retourner en séries éliminatoires deuxième dans la conférence de l'Ouest. Moi, je les verrais plus dans la course aux séries là, que vraiment dans le haut de la conférence de l'Ouest. Alors, d'après toi, les Jets de Winnipeg, est-ce que c'est une organisation qui est améliorée cette année? Est-ce que c'est une organisation qui va peut-être moins surprendre l'année prochaine? Eh bien, fais-le moi savoir au travers des commentaires. Écoute! On n'oublie pas, si c'est pas déjà fait, hein, on s'abonne, on active la petite cloche aussi sur ma chaîne YouTube. Je suis sur YouTube, TikTok, toujours au nom d'HockeyFan514, hashtag HF514, tu me trouves partout avec ça. Puis ben c'est ça, c'est la dernière vidéo pour ce qui est de la playlist Aperçu 24-25. Je te dis un gros merci d'avoir regardé ces vidéos-là. Much love, mon homme, puis My Girl aussi, là, s'il y a des filles. Et ben, bonne saison. Hein? Bonne saison à tout le monde. Amusez-vous, profitez-en, puis on se revoit prochainement. Vous pouvez me suivre sur TikTok pour plus de vidéos régulières. Sur ce, ben, bonne saison à tous! Bye bye!